La question. Les vaccins et l'aluminium. Nous sommes en septembre 2021 et je suis médecin, actuellement encore interne en médecine générale, mais je suis aussi docteur en sciences, en chimie bio-inorganique et je suis spécialisée en chimie et biologie des métaux. C'est l'alliance entre ces deux formations qui m'ont donné envie de m'exprimer sur ce sujet, les vaccins et l'aluminium, sachant que j'ai travaillé particulièrement sur l'aluminium il y a quelques années. J'aimerais dire que je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucune industrie, aucune institution, aucun laboratoire, et que toutes les sources que j'ai utilisées sont des sources fiables et que vous pourrez en trouver une bonne partie à la fin de ce diaporama. Alors, y a-t-il de l'aluminium dans les vaccins? Eh bien oui et non. Il y a de l'aluminium dans les vaccins inactivés. Par contre, les vaccins vivants atténués n'en ont en général pas besoin, comme c'est le cas du ROR, le rubéole oreillon rougeole, qui n'a pas d'aluminium. Alors, à quoi sert l'aluminium dans les vaccins? Eh bien, l'aluminium est un adjuvant. L'adjuvant, c'est un élément qu'on rajoute au vaccin pour améliorer la réponse immunitaire, stimuler cette réponse immunitaire. Elle permet une vaccination plus efficace en ayant besoin de moins d'éléments vaccinants, avec moins d'injections. Mais alors, qu'en est-il de la toxicité de l'aluminium? Car en effet, l'aluminium est toxique. Il est toxique en exposition chronique à haute dose d'aluminium pour le système nerveux central et pour le tissu osseux. On a pu montrer cette toxicité à forte dose dans de rares situations particulières, comme par exemple chez les patients dialysés. Il faut savoir aussi qu'il y a de nombreuses études scientifiques, in vitro et in vivo, récentes sur la réactivité et la toxicité de l'aluminium et qui suggèrent son implication dans de nombreuses pathologies. Quoi qu'il en soit, du fait de cette toxicité connue de l'aluminium, les autorités de santé ont mis en place des normes pour la population générale. Elles ont été modifiées récemment. En 2008, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, divise par 8 la DHTP, la dose hebdomadaire tolérable pondérale, qui passe à 1 mg kilo semaine. Au niveau international, on est à 2 mg kilo de poids corporel par semaine. Il faut savoir, ce qui est rarement dit, qu'il s'agit de l'exposition alimentaire et non pas de l'exposition totale. Alors, d'où vient notre exposition à l'aluminium? Notre exposition en France a été mesurée par l'ANSES ces dernières décennies. Pour un adulte de 60 kg, on arrive à environ 18 mg par semaine. Pour les nourrissons, entre 1 et 12 mois, l'exposition augmente de 1 à 3 mg par semaine. Puis après un an, jusqu'à environ 3 ans, on peut dire autour de 4 mg semaine. Alors si on compare au seuil maximal prévu par l'EFSA, eh bien, on peut voir qu'on est en dessous. Toutefois, on peut tout de même considérer qu'on est assez proche et il a été montré que certains individus dépassaient les normes autorisées. Alors d'où vient notre exposition à l'aluminium? Eh bien, il faut savoir tout d'abord que l'aluminium est présent dans notre environnement. Depuis que l'homme existe, l'homme est confronté à l'aluminium. C'est le troisième élément de la couche terrestre, il représente 8% de la couche terrestre. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas l'eau qui nous expose le plus puisqu'elle ne contribue qu'à 5% de notre exposition à l'aluminium, mais bien l'alimentation. Il y a ensuite nos autres expositions avec des produits de santé, la cosmétologie avec les crèmes, avec les déodorants, et dans des cas particuliers, l'exposition professionnelle. Ainsi, cette exposition autre dépend des individus. Pour ce qui est de l'exposition alimentaire, eh bien, on sait que les nourrissons sont exposés via le lait, via les légumes, via les compotes. Chez les enfants, c'est les céréales qui prennent la première place de leur exposition, mais il ne faut pas oublier l'apparition du chocolat. Les adultes, quant à eux, ont une exposition non négligeable via le thé. L'aluminium est de plus en plus présent dans notre alimentation du fait de l'augmentation massive de l'utilisation de l'aluminium dans notre mode de vie, que ce soit par la transformation des aliments avec des objets en aluminium et l'utilisation personnelle d'objets en aluminium. Pour revenir à notre sujet, les vaccins sont donc aussi une autre source d'aluminium via l'utilisation d'adjuvants. Alors qu'en est-il de la polémique sur la toxicité des vaccins? En effet, il y a un certain nombre d'années, il a été envisagé la responsabilité de l'aluminium dans la maladie d'Alzheimer. On a observé une accumulation d'aluminium dans les cerveaux de malades décédés de la maladie d'Alzheimer et il a été donc suggéré que cela était dû à l'aluminium des vaccins. Alors actuellement, donc, on sait que la maladie d'Alzheimer est un état inflammatoire du cerveau. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il a été montré récemment qu'on observait une dérégulation de tous les métaux. À la fois les métaux non essentiels, comme l'aluminium, le cadmium, le plomb,
mais aussi les métaux essentiels que vous connaissez, le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse. L'accumulation d'aluminium serait-elle une cause ou une conséquence? Bien évidemment, on peut penser, du fait de la dérégulation de tous les métaux, que l'aluminium, comme les autres, est dérégulé et non pas qu'il est une cause à la maladie d'Alzheimer. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il n'en est pas une cause que la toxicité de l'aluminium ne s'exprime pas dans cette dernière. Pour ce qui est en particulier de l'aluminium présent dans les vaccins, le Haut Conseil de la santé publique s'est prononcé en 2013 sur la myofasciite à macrophages pour laquelle elle avait été saisie. Elles ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves scientifiques actuellement pour établir un lien entre l'aluminium des vaccins et la myofasciite à macrophages. Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause la sécurité des vaccins au regard de leurs bénéfices-risques. Il faut savoir que pour ce qui est de l'exposition à l'aluminium en général, de nombreuses études sur la réactivité et la toxicité de l'aluminium ont été publiées ces dernières années et sont en faveur d'une vraie toxicité. Enfin, on observe une accumulation d'aluminium dans d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer, bien qu'on ne comprenne pas exactement pourquoi encore. Ce qu'il se pose comme question avec les vaccins, c'est la comparaison d'une part de la quantité injectée et d'autre part de l'influence du mode d'administration. Pour ce qui est de la quantité d'aluminium, il faut savoir que la quantité d'aluminium par dose est encadrée par la loi. Il y a une valeur maximale autorisée de 0,85 mg par dose, cela pour 11 vaccins obligatoires qui sont répartis en 5 doses avant 6 mois, 5 doses entre 11 et 18 mois, dont 2 n'ont pas d'aluminium. La quantité varie entre 3,8 et 6 mg au total. On va arrondir ici autour de 5 mg. Si on compare la quantité d'aluminium ingérée pendant les 6 premiers mois par un nourrisson que l'on considérera non diversifié, eh bien vous pouvez voir ici la comparaison de la quantité d'aluminium dans le lait maternel, dans les vaccins et dans les préparations pour nourrissons dits lait maternisé. Ici, il s'agit d'une moyenne pour les laits maternisés, puisqu'il a été montré que certains laits en étaient exempts et d'autres en avaient une certaine quantité. On peut donc observer que l'exposition à l'aluminium via les vaccins est un petit peu inférieure à celle qu'on retrouve dans le lait maternel, et bien inférieure à celle qu'on retrouve dans le lait maternisé. Mais qu'en est-il du mode d'administration? En effet, le vaccin est injecté en intramusculaire, donc à l'intérieur du muscle, et non pas en intraveineux, ce n'est pas injecté directement dans la circulation systémique dans le sang. Dans le cas de l'absorption digestive, 90 à 95% de l'aluminium est évacué par les selles chez le nourrisson. Chez l'adulte, c'est plus de 99%. Ainsi, on a 5 à 10% qui va passer dans la circulation systémique, notamment via le sang, et ainsi être éliminé dans les urines par la filtration par le rein. Dans le cas de l'injection intramusculaire, on sait que l'évacuation de l'aluminium va être progressive sur plusieurs semaines. Il n'y a donc pas, comme on peut parfois l'entendre, d'exposition aiguë avec une très forte dose passant d'un coup dans la circulation systémique. Si l'on revient à la quantité d'aluminium à laquelle sont exposés les nourrissons sur les 6 premiers mois, et qu'on le compare avec son mode d'administration à ce qui passe réellement dans la circulation systémique, et que j'augmente un petit peu l'échelle, on en arrive à ce type de comparaison. L'aluminium des vaccins, lui, reste entièrement dans le corps humain. On peut alors faire 2 constats. On voit très bien qu'il y a une moindre exposition à l'aluminium via l'allaitement maternel, mais aussi que la quantité d'aluminium, si on la compare à ce qui est ingéré par le lait maternisé, cette quantité n'est pas considérable. Elle est quand même très loin d'être négligeable. J'aurais même tendance à me dire qu'il est totalement incroyable qu'il y ait autant d'aluminium dans les préparations pour nourrissons. J'aimerais ajouter que l'injection intramusculaire de vaccins contenant de l'aluminium a un recul maintenant de 90 ans, que des centaines de millions de doses ont été injectées, et que s'il y avait un risque direct de ces vaccins, bien évidemment que nous le saurions. Alors quoi? Eh bien, à mon sens, la question aujourd'hui n'est pas de mettre en cause les vaccins, mais surtout de se poser la question de l'exposition globale à l'aluminium. Aujourd'hui, on sait que l'aluminium est toxique à forte dose, que l'accumulation d'aluminium dans le corps est avérée, qu'on retrouve cette accumulation dans plusieurs maladies, même si ses conséquences directes ne le sont pas. Il faut donc prendre en compte la totalité de notre exposition à l'aluminium, alimentaire et vaccin. Il va falloir être vigilant, car on est proche des doses réglementaires actuelles et qu'actuellement, l'aluminium des vaccins n'est pas intégré dans la réglementation sur notre exposition à l'aluminium et il n'y a pas de réglementation particulière pour les nourrissons.
Il faut se poser la question, bien évidemment, de la baisse de l'exposition. Et il faut une prise de conscience des industriels, de l'industrie agroalimentaire et bien entendu aussi des médecins. Nous devons être vigilants à tous les âges de la vie. Et se poser la question de la baisse d'exposition relève ainsi du principe de précaution. Il y a suffisamment d'études de recherche fondamentale actuellement pour suggérer la prudence. Alors, pour ce qui est des nourrissons, quel levier avons-nous? Nous avons le levier de la préparation pour nourrissons, où il faut absolument réglementer la quantité d'aluminium dans les laits maternisés. Il faut vanter les bénéfices du lait maternel en regard de l'aluminium présent. Et puis le deuxième levier, on pourrait dire, ce sont les vaccins. Alors bien évidemment, il faut rappeler les bénéfices de la vaccination. Il n'est pas question de ne plus vacciner nos nourrissons. Par contre, il est envisageable de développer de nouveaux adjuvants. Un grand nombre sont étudiés, certains ont déjà existé. Il faut maintenant qu'ils soient développés et qu'ils soient commercialisés. En conclusion, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de toxicité donc avérée de l'aluminium des vaccins en soi à ce jour, que l'exposition à l'aluminium via les vaccins s'ajoute et doit absolument être considérée et intégrée à notre exposition à l'aluminium, qu'il faut absolument réglementer l'aluminium dans les laits maternisés et qu'il faut faire des efforts pour remplacer l'aluminium dans les adjuvants, comme d'ailleurs l'a conseillé le Haut Conseil de la Santé publique en 2013 dans sa recommandation sur l'aluminium et les vaccins. Par contre, la question se pose de comment forcer les industries pharmaceutiques à développer et à utiliser de nouveaux adjuvants quand ils utilisent l'aluminium et que cela fonctionne très bien. Serait-ce par l'engagement des médecins? Serait-ce par l'engagement des politiques? Nous voilà avec un grand défi pour les prochaines décennies. Et vous avez ici mes sources bibliographiques non exhaustives. À bientôt!